Bonjour Mathieu Tordeur, bienvenue au Bonjour. rendez-vous international du carnet de voyage. Mathieu, tu as fait le tour du monde au volant d'une 4L pour promouvoir la microfinance, tu as couru 250 km dans le Sahara, tu as fait un marathon en Corée du Nord, traversé de l'océan Atlantique à la voile et j'en passe. Explique-nous quel est ton métier pour avoir fait toutes ces aventures et visité plus de 90 pays sur tous les continents. Mon métier, c'est difficile toujours à décrire. Moi, je dis que je suis un aventurier, mais c'est le seul mot que j'ai trouvé dans le dictionnaire pour définir ce que je fais. Moi, je fais des expéditions que je partage sous plein de formes. Ça prend la forme de conférences, ça prend la forme de documentaires pour la télévision, ça prend la forme de récits de voyage. Donc, j'ai autant une casquette de producteur, réalisateur de documentaires que d'auteur, que de conférencier. Mais voilà, c'est l'aventure qui me fait courir. Et au festival, tu viens notamment présenter ton livre qui s'appelle Le Continent Blanc aux éditions Robert Laffont. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est le récit d'une expédition que j'ai faite en Antarctique, où je suis parti de la côte du continent antarctique pour rallier le pôle sud, donc l'axe de rotation de la Terre, en solitaire et sans ravitaillement. C'est une aventure qui m'a pris 51 jours, où j'ai skié dans le Grand Blanc, dans ce continent antarctique qui reste encore un petit peu mystérieux. Et pourquoi avoir choisi de partir en Antarctique? Pour deux raisons. La première, c'est que moi j'étais fasciné par ce grand continent. C'est un continent qu'on a découvert il y a seulement 200 ans. On a atteint le pôle sud pour la première fois en 1911. C'était un Norvégien qui s'appelle Amundsen. Et aujourd'hui, il y a tout un tas de scientifiques qui travaillent pour comprendre l'Antarctique, pour essayer de mieux comprendre l'équilibre climatique du monde. Et moi, j'ai nourri une fascination pour ce grand continent blanc depuis ma jeunesse, avec des récits d'expéditions comme celui de Shackleton, de Scott, de Jean-Baptiste Charcot, de Paul-Émile Victor. Et donc, j'ai voulu vivre un petit peu ma propre aventure, un peu à la manière de mes héros, c'est-à-dire en partant avec des skis, un traîneau, sans ravitaillement jusqu'à ce fameux pôle sud. Et puis l'envie aussi de vivre une parenthèse de solitude. J'avais 26 ans quand je suis parti. Et je trouvais que c'était un moment intéressant dans ma vie pour vraiment faire ce pas de côté et avoir ce temps pour moi et rien que pour moi. Je trouvais que c'est une forme de luxe en fait que d'avoir 2 mois sans téléphone, sans rendez-vous, sans notification. Je trouvais que c'était quelque chose d'assez unique. Et donc j'avais envie de à la fois me confronter à un terrain qui me fascinait et la curiosité de me connaître sous cet aspect solitaire que je ne connaissais pas à ce moment-là. Et tu nous en as un peu parlé. Donc, grâce à ce voyage en 2009, tu es devenu le premier Français et le plus jeune au monde à rallier le pôle Sud en solitaire, à ski et sans ravitaillement. Ouais. Comment on se prépare à la fois physiquement et mentalement à un tel exploit? On part pas du jour au lendemain. C'est sûr que moi j'ai mené ce projet à la fin d'une multitude d'expéditions. Moi j'ai mené des projets en kayak, en 4L, à pied, en vélo, avant de me lancer. Et donc ça a été une forme de préparation, même si c'était pas des aventures à ski, c'était une manière de préparer des projets, d'apprendre à les valoriser, apprendre à les construire. Et donc ça a été l'aboutissement de 10 années peut-être d'aventure un petit peu amateur, parce que moi j'ai commencé juste après mon bac, je suis parti traverser l'Europe à vélo jusqu'à Istanbul. Et autrement, sur le plan peut-être plus pratique, sur le plan logistique, sur le plan physique, moi j'ai préparé cette aventure de nombreuses années avant mon départ, en commençant à courir des longues distances, à faire du vélo sur des longues distances. Et donc ça voulait dire participer à des courses d'ultra-endurance. Et puis surtout m'entourer de guides polaires professionnels qui m'ont enseigné les bonnes pratiques, les bonnes techniques, les bons réflexes pour pouvoir évoluer en sécurité dans ce milieu contraint et contraignant. Et durant ce voyage de 51 jours, est-ce que tu as parfois eu des doutes? J'ai eu des doutes de pas tenir les conditions que je m'étais auto-imposées, c'est-à-dire le sans ravitaillement, parce que ça a été une saison qui avait été difficile. Et puis quand vous évoluez sans ravitaillement, vous avez tout ce dont vous avez besoin dans votre traîneau, mais ça veut dire que le traîneau est lourd. Moi au départ, le traîneau pesait 115 kilos. Et donc j'ai eu des doutes parfois sur ma capacité à aller au bout dans les conditions que je m'étais imposées. Mais j'ai jamais eu, si c'est le sens de ta question, envie d'abandonner. Je me suis jamais retrouvé dans une situation où je me suis dit j'arrête, c'est trop dur. J'ai toujours essayé de trouver des solutions. J'ai toujours essayé de rester très optimiste aussi par rapport à ma situation. C'est-à-dire que moi c'était un projet choisi, c'était une chance aussi inouïe en fait que d'être à cet endroit à ce moment-là. Donc j'essaie de rester optimiste et de toujours rester combatif et de trouver des solutions. Et donc, je me suis jamais retrouvé dans une situation où je me suis dit, c'est trop dur, j'arrête. Et quel était ton quotidien sur place, sur ton compte Instagram? Dernièrement, tu as publié des images où, par exemple, on voyait ton réchaud. Ouais. Tous les jours, quand on est dans ce milieu-là,
on évolue un petit peu comme un cosmonaute, c'est-à-dire qu'on est très couvert, on fait rien à main nue, donc il faut skier tous les jours dans le Grand Blanc. Il faut imaginer un univers qui est très pauvre pour les sens. C'est souvent un paysage monochrome avec le ciel qui se confond avec la neige, avec la surface. C'est un univers où il n'y a pas d'animaux. Les animaux en Antarctique qui sont sur la côte du continent, on va avoir des phoques, des baleines, des manchots, mais au cœur du continent, il n'y a rien qui puisse vivre et survivre. Donc on est comme ça dans un peu sur une autre planète. Et donc tous les jours, on avance en organisant son temps. Et puis après, on monte sa tente, on fait fondre de la glace et de la neige avec son réchaud pour manger, pour s'hydrater. Et on répète l'opération tous les jours. C'est vraiment une épreuve à la fois physique et mentale parce que il faut répéter la même opération tous les jours pendant quasiment 2 mois. Tu as une actualité à très très court terme, à 14 heures même. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, et pour ça, j'invite mon camarade Christophe Rella à me rejoindre. Je projette avec Christophe un film qui s'appelle Fedchenko, le glacier oublié. Et donc, je vais laisser Christophe en dire un petit mot. Je prends le micro. Moi, je peux le garder à la main. Je vais le tenir à la main. Alors, moi, je suis ravi de retrouver Mathieu. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Et en plus, Cédric nous rejoint aussi tout à l'heure. Donc, les 3 protagonistes de cette histoire seront réunis. C'est chouette. Alors, Fedchenko, c'est une aventure qui est née dans l'esprit de Cédric Gras au départ. C'est lui qui a eu l'idée de cette expédition. On avait été avec Cédric en 2016 et avec Sylvain Tesson dans le secteur pour faire un autre voyage. Et on avait entendu parler de ce glacier. Puis Cédric, après, en écrivant Les Alpinistes de Staline, s'est rendu compte qu'en fait, au cœur du Pamir, il y avait vraiment ce lieu qui était tout à fait singulier. Et il en a parlé à Mathieu. Et puis après, gentiment, ils m'en ont parlé tous les deux. Et ils m'ont embarqué dans cette aventure. Et alors, c'est un projet qui s'est fait pendant ces années Covid, donc qui était pas très facile. Nous, on avait une série à l'époque pour Arte avec Cédric sur la Russie. Et donc Arte, au début, nous a dit non, mais on va pas redémarrer un autre projet tout de suite. Ce fait qu'on n'avait pas vraiment de diffuseur. On a eu, grâce à Mathieu, le soutien d'une entreprise de Clermont-Ferrand qui s'appelle Picture, qui nous a aidé à partir. Et grâce à eux, on est parti en fait. Et on s'est dit que le grand intérêt de ce voyage, c'était de montrer le lien direct entre la disparition de la mer d'Aral et ces immenses glaciers du Pamir, qui sont pourtant à 2500 km quasiment. Pourquoi? Parce que ces glaciers du Pamir donnent naissance à un fleuve qui s'appelle l'Amou Daria, et ce fleuve coule à travers toute l'Asie centrale. C'est le long de ce fleuve que s'est tracée la route de la soie, qui est quand même une route historique qui a donné naissance à une civilisation, à des villes extraordinaires, Boukhara, Riva, Samarcande, et tout ça grâce à ce fleuve. Et ce fleuve, eh bien, il est ce qu'on appelle en géographie, c'est un fleuve endorreique, ce qui veut dire qu'il ne se jette pas dans une mer ouverte ou dans un océan. Et il disparaît, et en fait, il vient combler une zone de dépression au cœur du continent, et cette zone de dépression, c'était la mer d'Aral. Alors c'était le 4e plus grande surface lacustre de la planète, et 2 fleuves l'alimentaient, on peut dire, puisque l'Amou Daria s'est terminé, mais le Sir Daria au nord, l'Amou Daria au sud. Mais l'Amou Daria, c'était vraiment très important pour toute la partie sud. Et il s'avère que tout ce territoire de l'Asie centrale faisait partie de l'URSS, et qu'en URSS, dans les années 30, il a été décidé de développer un plan de culture massive du coton, afin de rendre l'URSS autonome et autarcique le plus possible par rapport à ses productions. Et donc il y a eu un développement de cette culture qui consomme énormément d'eau et de façon totalement déraisonnable. Et en fait, l'usage de l'eau trop importante a asséché. À diminuer le débit de l'Amou Daria de façon à ce qu'il n'atteigne plus, qu'il n'alimente plus assez la mer d'Aral, et la mer d'Aral s'est petit à petit asséchée dans sa partie sud qui est la partie principale. Il reste aujourd'hui ce qu'on appelle la petite mer d'Aral au nord, qui a été protégée par une digue au début des années 2000, qui est au Kazakhstan. Mais justement, on en revient avec Cédric, on y était cet été pour un autre film pour Arte, et elle-même aujourd'hui souffre aussi parce que le Sir Daria aussi commence à avoir son débit se diminuer. Donc, nous, vraiment, ce qu'on voulait, c'est montrer ce lien direct entre les glaciers, cette espèce de château d'eau, là, au milieu des montagnes, et les conséquences de la diminution du débit d'eau. Or, bien évidemment,
Les besoins en eau augmentent dans tous ces pays parce que ce sont des pays qui se développent, il y a de plus en plus d'habitants. La gestion de l'eau est souvent assez mauvaise, il y a beaucoup de déperditions, on dit jusqu'à 60% de déperdition de l'eau à cause du mauvais entretien des canaux d'irrigation, l'évaporation ou l'infiltration. Et puis bien évidemment, ces glaciers, ils souffrent du réchauffement climatique et ils commencent à fondre. Donc là, il y a vraiment un grave problème qui se profile dans les décennies à venir. Voilà, l'approvisionnement en eau de tout ce continent. Et donc, vous serez tous les trois réunis à la suite de la projection à 14h pour en discuter. Les dernières questions, Mathieu, dis-moi, où rêverais-tu de poser tes valises? Je sais pas, chez Christophe. Et Christophe? Non, mais plutôt, non, mais du côté des Alpes. Moi, c'est vrai que je viens de Normandie. Là, je suis basé à Paris. J'ai pas vocation à y rester toute ma vie, mais voilà, dès que je vais dans les Alpes, du côté de Chamonix, du côté d'Annecy, je m'y sens assez bien. Donc, peut-être dans ce coin-là. Mais oui, viens. Et Christophe, un petit coin de paradis chez toi? Alors, il y a des avantages et des inconvénients, mais c'est vrai qu'habiter en montagne, c'est formidable. Moi, j'ai toujours rêvé ça depuis tout petit, donc je suis très heureux. Après, bon, la région de Chamonix, on a des soucis de pollution quand même. Hein. C'est pas la vallée de l'Arve. Moi, j'habite à Passy. C'est vraiment un endroit qui est vraiment exposé, suivant les conditions climatiques, exposé à la pollution. Alors, coin de paradis, moi, j'en ai un. Où je pense que je finirai mes jours. Ça s'appelle le Queyras. Ça s'appelle Moline en Queyras. Ou Pierre Grosse, ceux qui connaissent apprécieront. Et voilà, c'est un endroit où je vais depuis tout petit et que voilà, c'est un petit paradis qui n'a pas changé, qui change pas en fait. Dernière question, Mathieu, quel est ton coup de cœur du festival? Je dirais Nuit et culottée, Nancy Moods. Voilà, c'est un duo que je suis depuis quelques temps et donc j'étais ravi de voir qu'ils étaient là. Et Christophe? C'est difficile de dire un coup de cœur parce que je suis vraiment épaté de la qualité, de la diversité, de la densité, du nombre de carnettistes. J'ai fait un tour encore là, mais difficile de donner un coup de cœur. Peut-être les voyages sonores, c'est ça, les carnets sonores. Les rétifs, carnets sonores. Ouais, je trouve ça vraiment intéressant. La démarche est très intéressante. Merci à tous les deux et on se retrouve tout à l'heure pour la projection de votre film. Merci à tous.